Si je vous dis que des agents de la CIA se sont fait passer pour Dieu dans des villages aux Philippines et qu'ils sont même allés jusqu'à se déguiser en vampires pour faire flipper un groupe de rebelles locaux, tout en détruisant psychologiquement un président qu'ils ont eux-mêmes mis au pouvoir. Est-ce que vous me croyez? Je veux dire, on sait tous que la CIA, c'est pas vraiment des anges qui bossent pas pour le bien de l'humanité, mais quand on entend ça, on se dit juste que c'est ridicule. Et pourtant, non seulement ça a marché, mais en plus, ces tactiques ont été réutilisées dans des conflits encore plus importants que vous connaissez tous. On va parler de tout ça, et même d'un petit peu plus, parce que franchement, c'est un truc de malade, mais c'est bien réel. Pour bien comprendre, faut d'abord revenir un peu en arrière. En 1941, le Japon impérial envahit le nord des Philippines à peine 10 heures après avoir attaqué Pearl Harbor. En 1942, ils prennent complètement le contrôle du pays, et ce jusqu'en 1945. Entre-temps, vous vous en doutez, les Japonais ils ont fait subir des horreurs à la population, en particulier aux femmes et aux jeunes filles. C'est dans ce contexte qu'un groupe de résistants voit le jour, les Hugbalahap, un mouvement de guérilla qui lutte contre l'occupation japonaise et contre leur propre président de l'époque, George B. Fargas. C'est une marionnette philippine mise en place par le Japon. Heureusement, les États-Unis avaient un œil sur les Philippines depuis le début de la guerre, même avant le début de la guerre techniquement. Officiellement du moins, ils veulent aider le pays et soutiennent les Hugbalahap pour chasser les Japonais, un peu comme ils l'avaient fait pour les Moudjahidines en Afghanistan contre les Russes. Et ensemble, ils finissent par y parvenir. Les Japonais quittent enfin le pays en 1945. Mais là, je viens de vous mentir, ou au moins, j'ai pas tout dit, parce que les États-Unis ont évidemment pas juste aidé les Philippines par simple charité. Ils l'ont fait parce que c'est un point stratégique majeur dans le Pacifique, et surtout parce qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ils étaient particulièrement préoccupés avec l'influence communiste dans la région. Donc, s'ils aident les Philippines, c'est hyper bénéfique pour les États-Unis. Non seulement ils passent pour les gentils, mais en plus, leur système, le capitalisme, gagne en crédibilité. Et même si les relations entre les deux pays ont été tendues par le passé, cette guerre les a plus ou moins soudés en apparence. Du coup, à la fin du conflit, les Philippines reprennent le contrôle de leur territoire. Mais sous la tutelle des États-Unis. Et là, c'est un vrai problème. Parce que les Philippins, ils étaient contents d'avoir réussi à dégager les occupants et surtout d'avoir repris leur souveraineté. Mais maintenant, il y a les Américains, et le pire, c'est que les Américains, ils veulent remettre en place les mêmes dirigeants qui serviront encore une fois de pantin aux Américains cette fois-ci. Et c'est ces mêmes dirigeants qui avaient collaboré avec les Japonais pendant l'occupation. Des types comme George B. Fargas qui ont activement combattu leur propre peuple et réprimé la résistance des Hugbalahap, autrement dit, c'est des traîtres que les Américains présentent comme des leaders un peu légitimes en falsifiant les élections. Les tensions montent naturellement, mais les Hugbalahap passent pas directement à la violence pour autant. Ils prennent de l'ampleur politiquement, ils gagnent en influence dans les campagnes, et ça, c'est parce que les habitants se rendent compte d'un truc fondamental. Les États-Unis ne sont pas venus les libérer. Ils sont juste venus changer de forme d'oppression. Elle est moins brutale, c'est certain. Mais pourtant, elle est toujours là. Et forcément, au bout d'un moment, ça explose. Déjà avec l'histoire des dirigeants qui sont les mêmes qui collaboraient avec les Japonais. Mais surtout, il y a un événement clé. La mort soudaine et inexpliquée d'un des leaders du PKM, c'est un groupe affilié aux Huk, et c'est à partir de là que le mouvement des Huk
bascule une nouvelle fois dans la violence. Ils gagnent rapidement en force parce qu'une partie de la population les soutient activement. Et en 1949, ils comptent près de 15 000 membres armés. Après, faut pas les idéaliser non plus. Avec le temps, plein de gens commencent à se faire passer pour des Huck juste pour légitimer le fait qu'ils pillent des villages ou qui tue des personnes. Ça fait que le mouvement perd un peu en image et ça commence à créer une certaine division dans la population. Mais surtout, les États-Unis regardent ça d'un très mauvais œil. Pour eux, c'est une menace. Une guérilla vite fait communiste, bon, en soi, elle l'était pas vraiment. En Asie du Sud-Est, c'est mort. C'est dans ce contexte qu'en 1950, le président philippin de l'époque, Elpidio Quirino, fait appel à un crack pour mettre fin à la rébellion et rétablir l'ordre dans le pays. Ce type, c'est devenu une légende. Et aussi, quand je dis que c'est un immense crack, faut comprendre que ce mec, c'est celui qu'on appelle le fou du bus. Bon, à vrai dire, il s'appelle Edward Gary Lansdale, et c'est une figure centrale de l'histoire de la CIA, surtout quand on parle de PSYOP, autrement dit de guerre psychologique. C'est lui la référence. Il a servi aux Philippines, au Vietnam, à Cuba contre le gouvernement de Castro, et certaines sources vont jusqu'à dire qu'il serait lié à l'assassinat de JFK. Rien que ça. Et sa méthode, elle tient en une phrase qu'il a lui-même écrite qui résume parfaitement sa façon de penser. La meilleure façon de convaincre les gens, c'est d'utiliser leur propre vérité, leurs propres idées contre eux-mêmes. Lui et ses hommes vont donc se lancer dans une première phase essentielle. L'étude du folklore local, les superstitions, les croyances populaires, en gros tout le lore lié aux régions montagneuses où vivent les vrais Huck, donc pas les mecs qui usurpent leur nom, non, les vrais résistants. Donc là, ça va devenir drôle d'un côté, mais un peu flippant de l'autre, et même un peu triste. Ok, leur but, il est double. Déjà, il faut dissuader les Huck de poursuivre leur rébellion, et ensuite, il faut empêcher les habitants de pouvoir les aider. Parce que les Huck, en vrai, ils dépendent pas du gouvernement, mais de la population locale qui doit les soutenir, les nourrir et même les cacher. Si tu parviens à couper ce lien-là, tu les affaiblis considérablement. Donc, la toute première opération menée par Lansdale, elle va poser les bases pour tout ce qui va suivre. Elle nécessite un petit avion et une immense enceinte qu'on attache à ce petit avion. Le plan, c'est de survoler les camps des Huck et les villages aux alentours en diffusant à fond la caisse des insultes ésotériques en tagalog, soit la langue locale. Le tout, donc les insultes, est formulé de manière un peu bizarre, presque mystique, pour que ça sonne comme un esprit en colère qui plane au-dessus d'eux. Un esprit qui les menace, qui les maudit, qui les prévient qu'un immense malheur approche s'ils continuent de soutenir les rebelles. Et ça a marché. William Bloom, dans son bouquin Killing Hope, qui est l'une de mes sources pour parler de ce cas et qui servira de source pour d'autres vidéos similaires, il écrit « Cette tactique aurait permis d'affamer certaines unités de Huck et de les amener à se rendre. » C'est absurde. Et franchement, la malveillance du plan, elle est juste exceptionnelle. Et pourtant, c'est que le début. C'est vrai que l'opération de l'esprit qu'insulte tes morts a marché, mais ça n'a pas suffi à calmer les tensions. Donc, il lance une nouvelle opération. L'opération Œil de Dieu. Cette fois, ils vont encore plus loin. Ils foutent des taupes dans des villages soupçonnés de supporter les Huck, et l'objectif des taupes, il est très simple. Il faut juste qu'ils chopent des noms. Des noms de personnes qui aident les rebelles. Juste ça. Juste une liste de prénoms et de noms de famille. Là, un soir de nulle part, ces noms sont diffusés à travers une enceinte dans tout le village. Mais du coup, le but avec ça, c'est d'attirer l'attention des Philippins pour qu'ils regardent dehors en essayant de comprendre d'où vient ce bruit. Mais ceux qui osent jeter un coup d'œil par la fenêtre, ils voient des yeux. Littéralement, des yeux gravés partout, sur les murs des maisons, sur les portes, sur les clôtures, des yeux
partout. Et là, dans la tête des villageois, ils comprennent. On les surveille, on les connaît même. Ils ne sont plus en sécurité. Et que ce soit des humains derrière ça ou autre chose, genre un esprit, une créature, au fond, ça change rien. L'effet est le même, ils ont peur. Et c'est peut-être même plus flippant si c'est des humains qui font ça. Du coup, bah, ça fonctionne encore. L'opération Œil de Dieu, c'est un nouveau succès. En tout cas, au-delà de ces opérations de psyop complètement perchées, Lansdale, il va aussi en mener d'autres des opérations plus classiques. Par exemple, il va forcer les dirigeants philippins à arrêter de traiter leur peuple comme de la merde, enfin, pas par charité, encore une fois, c'est pour une autre raison simple, c'est pour faire croire aux habitants que les Américains sont là pour leur bien et réduire les envies de rébellion. Si les gens pensent que leur gouvernement commence à se soucier d'eux, c'est autant de soutien en moins pour les Hawks. Ensuite, il mettra en place de fausses stations radio conçues spécialement pour manipuler les Hawks. Dans ces fausses émissions radio, des hauts placés philippins, en soi c'est juste des comédiens, vont affirmer qu'ils sont en train de reconstruire le pays, qu'ils veulent le bien de la nation, bref, toute une histoire pour semer le doute chez les combattants. Mais son plus grand coup, objectivement, c'est peut-être celui-là. C'est pas une opération qui porte de nom, mais vous allez voir. Il infiltre des taupes directement dans les rangs des Hawks. Encore une fois, ces faux Hawks, ils vont se faire passer pour des combattants engagés. Sauf qu'une fois intégrés, ils foutent le bordel. Partout où ils passent, ils attaquent des villages, ils pillent exactement comme les faux Hawks le faisaient. Résultat, les Hawks passent maintenant définitivement pour des barbares aux yeux de la population. Leur image, leur légitimité, tout est presque définitivement foutu. Pour Lansdale, il a touché ce qu'il fallait toucher. La population philippine peu à peu se détourne donc des Hawks, elle les voit comme des fouteurs de merde et commence à faire davantage confiance au gouvernement, et donc aux intérêts américains. Bref, exactement ce que voulait Lansdale. Mais voilà, il reste un problème. Malgré l'avancée globale de l'opération pour reprendre les Philippines, il y a encore des bastions de Hawks cachés dans les régions montagneuses qui ont encore leur objectif en tête. C'est là que Lansdale il va frapper très fort, encore une fois, en exploitant une vieille croyance locale qui va le mener à l'un de ses coups des plus bizarres mais aussi des plus impressionnants. La Swang. Alors, faut savoir un truc, chaque région des Philippines a sa propre version de la Swang parce que c'est une figure vampirique vraiment ancrée dans la culture. Mais ce qui est généralement admis, c'est qu'il symbolise les catastrophes, les maladies, les famines, les malédictions, tout ce qui peut ruiner ta vie. On l'attribue à la Swang. Et son mode opératoire, il est abominable. La Swang se faufile sur des toits de maisons pendant la nuit. Il perce ensuite un trou dans le plafond et fait passer sa longue langue en forme de trompe à travers ce trou. Ensuite, il cible les personnes les plus vulnérables, comme les enfants, les femmes enceintes, pour soit aspirer leurs entrailles, soit pour transmettre des maladies. C'est donc ce mythe de la Swang que Lansdale va décider d'exploiter. Pour lui, c'est la créature parfaite. Elle est terrifiante, elle est enracinée dans l'inconscient collectif. En gros, c'est un outil de guerre psychologique massif. Un jour, Lansdale apprend qu'un escadron de Hawks s'est installé sur une colline juste aux bordures d'un petit village. Ces Hawks-là, c'était les plus extrêmes du mouvement, disons. Toute tentative d'alliance avec le gouvernement de la part d'un civil se soldait par une menace de mort provenant de ces extrémistes. C'est donc un point stratégique, mais dangereux. Lansdale envoie une nouvelle fois des taupes dans le village voisin. Leurs instructions sont chirurgicales. Faire croire qu'un Aswang rôde sur cette colline. Encore une fois, c'est tout. Maintenant, ils attendent. Il faut surtout pas agir trop vite. Le but maintenant, c'est de faire fermenter la peur. Pendant plusieurs jours, du coup, y a rien qui se passe. Les taupes bougent pas. Ils laissent simplement la rumeur se propager. Et pour le coup, elle se propage dans le village, puis dans les collines voisines, jusqu'à atteindre l'oreille des Hawks en personne.
c'est là que le vrai plan commence. Lansdale envoie une escouade se poster le long des sentiers que les Hawks empruntent régulièrement parce qu'ils les patrouillent. Dès qu'une patrouille s'approche, l'escouade se cache. Ils attendent. Puis, quand un gars s'éloigne un peu trop du groupe, ils le chopent et ils le butent. Mais le Hawk qu'ils viennent de choper et de buter, ils le font pas n'importe comment. Ils lui percent le cou avec 2 trous bien nets pour faire croire à une attaque d'Aswang, puis ils le pendent à l'envers pour le vider de son sang. Le corps est ensuite placé au beau milieu du sentier pour que personne puisse le rater. Du coup, quand les autres Hawks reviennent chercher leurs potes disparus, ils tombent sur un meurtre incompréhensible. L'un des leurs est au milieu du sentier, vidé de son sang avec 2 trous dans le cou, exactement au sein du même secteur où la rumeur de l'Aswang s'est répandue. Et là, ils font évidemment le lien avec la rumeur. Mais moi, un truc qui m'a fait beaucoup rire, et d'ailleurs, Wendigoon, le youtubeur dont je tire le sujet de la vidéo, qui est un youtubeur incroyable, il souligne ce même truc, c'est que, ouais, ok, dans la panique, on va dire qu'ils auraient pu croire que c'était un Aswang qui les a attaqués. Mais ce qu'ils auraient aussi très bien pu penser, c'est qu'il y a des types de la CIA qui tuent des mecs, les pendent à l'envers et les vident de leur sang, tout ça pour se faire passer pour un Aswang. Et franchement, je pense que c'est plus flippant qu'un monstre qui bouffe tes entrailles, une agence de renseignement qui fait des cosplays pour éteindre une rébellion locale. Après, c'est clair que dans les 2 cas, t'es pas très bien. D'ailleurs, Jordan Clark, un cinéaste et chercheur qui a passé des années à étudier les traditions philippines, pense que les Philippins, les Hawks, ont jamais vraiment cru à une attaque d'Aswang, ou même à une autre créature du folklore philippin. Non, selon lui, il savait que c'était la CIA. Puisqu'on parle de la CIA, je vous avais déjà dit qu'ils avaient organisé des élections truquées, qu'en gros ils avaient le contrôle total du pays grâce à des pions, etc. En 1953, ils décident de mettre un certain Ramon Magsaysay au pouvoir. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est comment ils s'y sont pris. Déjà, ils ont régulièrement empoisonné des opposants politiques, pas au point de les tuer, parce que ce serait un peu trop suspect, mais juste au point où ils paraissent un peu défoncés en public. Comme ça fait douter les gens de leurs compétences et ça leur donne juste une mauvaise image. Mais pour moi, le summum de ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une fausse campagne. En gros, ils ont fait croire à toute la population qu'un des opposants à Magsaysay avait distribué des préservatifs dans chaque maison. Des préservatifs qui étaient tous troués. Les gens, ils ont évidemment rapidement remarqué ça, et ils ont commencé à penser que cet opposant politique voulait, pour une raison ou une autre, ruiner la vie sexuelle du pays. Résultat, il était plus dans la course. Aussi, pour mettre Magsaysay au pouvoir, c'est la CIA qui écrivait de A à Z chaque phrase qu'il prononçait en public. Et la seule fois où il a osé demander à Lansdale s'il pouvait prononcer en public un discours qu'il avait lui-même écrit, Lansdale l'a tabassé au point où il est tombé KO. Après ça, il a plus jamais osé demander quoi que ce soit à personne. Alors aussi, il faut préciser qu'à la base, ils voulaient juste le buter, mais ils se sont dit que ce serait peut-être un peu trop flagrant. Bon, il mourra quand même tragiquement en 1957 dans un crash d'avion. Tout de suite après, il y a eu des théories du complot qui ont circulé. Certains ont parlé d'un sabotage, d'une bombe, mais l'enquête officielle conclura à un simple accident causé par de la rouille dans la structure métallique de l'avion. Faut bien préciser, je l'appuie encore une fois, selon l'enquête officielle. Côté américain, la nouvelle donc de la mort de Magsaysay inquiète officiellement, encore une fois, la CIA. Un mémorandum du NSC, le Conseil National de Sécurité, estime que la mort de Magsaysay pourrait créer une grosse polarisation politique aux Philippines, encore plus qu'il n'y en avait déjà, et donc potentiellement réveiller à nouveau des mouvements nationalistes anti-américains type Hawk Balahap. Parce que, ouais, je vous ai pas encore dit ça, mais déjà en 1954, après des mois de démoralisation causée par toutes les stratégies qu'on a évoquées, Louis Starouk, le chef des Hawk Balahap,
accepte d'ouvrir des négociations avec Magsaysay pour mettre fin à sa propre guérilla. Le 17 mai 1954, Louis accepte inconditionnellement les termes proposés par Magsaysay. Il fait mine de croire aux siens, donc aux Huk, au peuple, qu'il croit sincèrement que Magsaysay compte reconstruire le pays et que l'influence américaine va s'essouffler avec le temps. Mais entre nous, je pense surtout qu'il a été menacé de mort par la CIA et qu'il avait juste pas le choix. Du côté philippin, après la mort de Magsaysay, c'est le vice-président Carlos Garcia qui lui succède dans un climat qui est lourd. L'ambiance, elle est tendue et politiquement, c'est encore instable. Pendant longtemps, les Philippines resteront plongées dans un vide émotionnel et politique. Et tout ça, ça a mené dans les années 60 à 70 à la création de la nouvelle armée du peuple. Bref, je vais pas détailler toute l'histoire des Philippines, mais il est clair que si les opérations ont remporté la bataille, la paix, elle était pas rétablie. C'est une histoire de fou. Alors, d'un côté, je la trouve marrante, de l'autre côté, je la trouve triste parce que, pauvres Philippins, de toute façon, ça commence à être communément admis que le FBI, la CIA, toutes ces instances veulent pas le bien de l'humanité et que ces instances sont des déchets en plus d'être terriblement influents et puissants. Alors, je dédierai clairement d'autres vidéos à la CIA et ce genre d'histoire. La prochaine sur le sujet, donc pas la prochaine vidéo, mais la prochaine fois que j'en parlerai, traitera sans doute de ce qu'a fait Lonsdale au Vietnam au milieu des années 50. Encore une opération de psyop un peu tirée par les cheveux. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'officiellement, les États-Unis sont arrivés au Vietnam que bien après les années 50. Mais bon, on va rien dire à ce sujet. Aussi, j'étais en train de me demander la dernière fois si je ferais un jour une vidéo sur les documents déclassifiés concernant l'affaire de JFK. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi j'adore ce genre d'histoire. Dans le même registre, j'adore tout ce qui est théorie du complot. Et si vous aimez ça, dites-le moi en commentaire, que je sache si je peux continuer de temps en temps, évidemment, dans ce registre. Cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à liker, tout ce que vous voulez. Par ailleurs, comme d'habitude, Instagram en description pour des mises à jour sur les vidéos. Patreon pour me faire un don de 3 € si ça vous intéresse. Et pour les commentaires, j'ai activé les commentaires payants. Pareil, si ça vous intéresse de donner un tout petit peu d'argent, même personne vous force. Mais en tout cas, j'en serais très reconnaissant et je suis très reconnaissant en général. Même si tout ce que vous faites, c'est de regarder la vidéo, ça me rend très heureux. Sinon, je peux déjà vous donner le prochain sujet en vrai. Ce sera sur les obscurités d'internet, le deuxième volume, le deuxième épisode. Et il y a des histoires parmi les plus flippantes et les plus incroyables que j'ai jamais traitées sur la chaîne. Il va être infiniment meilleur que le premier. Je sais que le premier a plu parce qu'il a fait découvrir des sujets à tout un tas de personnes. Et je vous affirme que vous allez découvrir tout un tas de trucs. Merci pour votre soutien, merci pour tout, et passez une excellente journée ou une excellente soirée.